Bonsoir, grâce à l'invitation de Bruno Cohen, que je remercie, je vous parlerai de psychiatrie, humanisme et totalitarisme, un thème rarement abordé dans les réflexions des bioéthiques. Je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur les dérives totalitaires et anti-humanistes dans ces domaines de la santé mentale. Comme l'enseignait Elie Wiesel, l'humanité ne saurait bâtir un avenir meilleur dans l'oubli des graves déviations éthiques du passé. Et parmi ces déviations, le rôle qu'il y a eu au XIXe siècle et au XXe siècle, la psychiatrie et la psychologie, certains savants des sciences de la vie et de la santé, pour eux, la politique des collectivités modernes doit privilégier l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif est l'intérêt de l'État, de la nation, de la société, de la race, du parti, de la classe, de la doctrine, sur l'intérêt personnel des patients. C'est une vision négative de la valeur de la personne humaine, et une démocratie fondée sur l'égalité des droits des citoyens risque d'être remplacée dans ce cas par une biocratie, un régime fondé sur le mythe du surhomme, sur la survie et l'amélioration physique et mentale des sujets considérés comme les plus doués et l'exclusion des sujets jugés indésirables. Et cette vision est celle de certains praticiens et chercheurs de la psychiatrie, de la psychopathologie, de la biologie, de la psychologie sociale, de la théorie de la population, de l'anthropologie physique, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours, aussi bien en Europe que dans les nouveaux mondes. Et la vision des acteurs de la vie publique aujourd'hui est de construire un codex d'éthique humaniste respectueuse des droits de l'homme dans les sciences de la vie et particulièrement dans le domaine de la santé mentale. Cela exige une connaissance approfondie des tentations qui se sont données libre cours dans la société contemporaine, aussi bien dans les États démocratiques que dans les États totalitaires. Rappelons que sous le Troisième Reich, entre 1933 et 1945, le réseau psychiatrique et médical allemand, y compris des personnalités académiques internationalement reconnues, dont certaines avaient mené des recherches pour la Rockefeller Foundation, organise sans état d'âme d'abord la stérilisation des sujets décrétés malades mentaux ou handicapés mentaux, mais aussi des individus stigmatisés comme déviants, asociaux, marginaux, inutiles. Plus tard, leur internement dans des camps de concentration, leur utilisation comme cobayes et dans des expériences médicales, et finalement la mise à mort sous le masque médical-psychiatrique d'euthanasie en vertu d'une doctrine formulée par deux psychiatres et biologistes des années 20 de la différence radicale entre les vies utiles dignes d'être vécues et les vies inutiles indignes qui ne méritent pas d'être vécues. Mais la négation des droits et des libertés des patients psychiatriques a eu lieu aussi dans des sociétés de l'après-guerre, y compris dans des sociétés démocratiques, sous des formes différentes de dérives déshumanisantes. Je citerai quelques-unes. La stérilisation des patients psychiatriques au nom de l'idéal eugénique en vue de la prétendue amélioration physique et mentale de la race. L'expérience abusive de psychochirurgie et de lobotomie frontale transforma les patients excités en sujets amorphes et apathiques, au-delà des indications les plus sérieuses. Troisièmement, l'expérimentation scientifique sans aucun consentement éclairé avec des victimes de troubles psychiques. Quatrièmement, l'internement arbitraire dans des asiles d'aliénés dans des conditions carcérales. Aussi, l'utilisation indiscriminée et massive d'électrochocs dans une visée qui n'est plus thérapeutique, mais c'est une visée
de domestication sociale et psychique. L'abus des psychotropes destiné plus au dressage des comportements qu'un véritable traitement clinique des troubles psychiques. L'utilisation plus connue dans le monde de la psychiatrie hospitalière au service de la répression politique et idéologique avec l'internement de dissidents présentés comme victimes d'aberrations mentales. La création de pavillons séparés pour malades réputés incurables, abandonnés à leur sort. Les punitions et sévices aux patients internés sans défense. L'emploi par des psychiatres du sérum de vérité en total dans des enquêtes judiciaires et des interrogatoires policiers, comme c'était le cas des psychiatres au service de la Gestapo au cours de l'occupation. Les techniques de lavage des cerveaux destinées à modifier les idéologies et les attitudes de certains prisonniers. Ce sont des méthodes que de nombreuses personnalités, comme le professeur Henri Baruch, psychiatre de Paris, ont condamné. Baruch, inspiré par la vision judaïque de la personne humaine, il condamnait cela au nom de l'humanisme des prophètes bibliques, mais aussi des idéaux révolutionnaires français de Philippe Pinel et de ses disciples. Ou encore le neurophysiologiste français Paul Chauchard, célèbre savant d'inspiration chrétienne. Baruch et Chauchard se sont dressés contre l'instrumentalisation de la médecine mentale au service d'un système d'exclusion sociale. Leur exemple prouve que le monde des professionnels de la santé peut et doit résister au conformisme et à l'indifférence. Des historiens de la médecine ont publié des travaux de recherche sur ces tendances dangereuses. C'est une contribution majeure à la compréhension des lumières et des ombres du savoir moderne. Mais il faut passer du registre de la recherche historique à celui de la réflexion éthique, et particulièrement dans les domaines de la formation académique. Il faut enseigner aux nouvelles générations de praticiens et de chercheurs non seulement les techniques et les méthodes de traitement, mais aussi les dangers déontologiques des sciences de la vie qui risquent parfois de devenir des sciences de la mort. Ce sont les dangers du glissement d'une pratique thérapeutique humaniste centrée sur le respect de la dignité du patient vers une psychiatrisation répressive des altérités, des différences, vers une médecine mentale totalitaire, un enseignement purement professionnel, purement scientifique, ne saurait permettre de bâtir des passerelles entre les savoirs d'une part et les droits de l'homme d'autre part. L'avenir exige un supplément d'âme, une formation novatrice, audacieuse, qui met en lumière la responsabilité des acteurs de la santé mentale et au-delà de tous les professionnels de santé à l'égard des patients. Ce principe de responsabilité est ainsi présenté par Henri Baruch. Il écrit « Le respect de la personnalité est un facteur essentiel de la confiance et par conséquent la base des principes thérapeutiques. Celui qui croit se justifier par la recherche des résultats par n'importe quel moyen non seulement heurte les principes moraux en vertu desquels la fin ne justifie pas les moyens, mais encore en négligeant et en violant délibérément la confiance, qui est la force psychologique miraculeuse qui commande tous les autres, et alors il compromet tous les résultats thérapeutiques. Et le professeur Paul Chauchard pouvait dire aussi que la science donne à l'homme des possibilités nouvelles et c'est à sa liberté de décider dans quel sens il développera ses efforts. Ces idées peuvent inspirer, au cours de ce forum de Jérusalem, le début d'un projet imaginatif et créatif d'enseignement éthique dans le domaine de la santé mentale et partant dans les domaines de la santé plus courts. Merci à vous tous.